Bienvenue à Parle Jase Sport. Aujourd'hui, c'est Marc Vautour qui est ici sur le panel avec moi. Bonjour Marc. Salutations Sébastien. On est fiers de ce qui se passe du côté du baseball. Est-ce que tu prends toujours pour les Blue Jays là? Non, je disais j'étais un agent libre. Ouais, jusqu'à l'élimination des Yankees, c'était les Blue Jays, mais là on revient à nos habitudes de plus trop savoir. Tant que l'équipe de Boston n'est plus là, on n'y va pas. C'est quand même mon temps préféré de l'année quand ça vient au sport, quand c'est les séries éliminatoires de baseball. Absolument. Et moi, ben, je suis tout feu, tout flamme de mes Canadiens de Montréal qui vont bien en ce début de saison. Et c'était la sortie des cartes de hockey hier de Demidov. Et crois-le pas, je l'ai eu. Je suis tombé sur Demidov au 8e paquet. J'ai acheté des petits paquets. 8e paquet, je prends Demidov, mais il y a un coin d'abîmé. J'avais le goût de pleurer. J'avais le goût de pleurer. J'ai passé du bonheur à la... C'est des choses qui arrivent. Mais je vais écrire à la compagnie Upper Deck que j'essaie d'avoir. Du bonheur à la déception. Ouais, c'est dommage de sortir une carte flambant neuve d'un paquet puis qu'elle soit endommagée. Je pensais que ça allait prendre au moins 20 paquets. Eh non, ça m'en a pris 8 puis j'ai réussi à avoir Demidov. Quand même. Faut dire que la chance était avec moi quand même. Mais j'ai adoré ce que j'ai vu de Demidov. Puis on va parler de toutes sortes de sports, surtout le baseball, avec Marc aujourd'hui, qui suit le baseball pas mal, même si son équipe n'est pas de la partie, mais oh que les Blue Jays sont revenus en force. On en parle dans un instant et vous pouvez participer aux discussions. Les lignes sont déjà ouvertes. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133 et par courriel, cjse@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jase. En début d'émission, on va s'entretenir avec l'entraîneur des Knights du Sud-Est qui ont lancé leur saison à domicile vendredi dernier. Et ça a été une belle victoire pour les Knights. Et on va s'entretenir avec Alex Saunier, l'entraîneur de l'équipe qui est au téléphone. Bonjour Alex. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Et Marc aussi, qui est avec nous, Marc Vautour. Et on est allé, Marc et moi, voir le match inaugural à Cap-Pelé vendredi. Ouais, on était sur place. Belle victoire. Belle victoire, mais on a eu chaud. On a eu chaud en troisième période, hein, Alex? Ouais, c'est sûr que je pense que si on garde au match, puis on était simplement content d'avoir gagné le premier match, mais on était un peu déçus, surtout dans la période vous étiez là, l'autre équipe a remonté, ils ont égalisé la marque, fait que on était quand même fiers de pouvoir sortir la victoire. Ah oui, nous, on était certains là, que ça y allait de l'avant, mais c'est l'indiscipline qui coûte cher avec des 5 contre 3 parce que vous avez mené 5-1, ensuite 6-2. Mais là, en troisième période, les Forestiers de Saint-Quentin qui reviennent avec un 6-6, mais c'était des 5 contre 3 interminables. Beaucoup d'indiscipline, mais comment vous pouvez expliquer l'indiscipline? On met ça sur la faute à qui? Ouais, ben c'est sûr que je pense que c'est quoi qui a été adressé avec les gars cette semaine. L'année dernière, on a eu un début très similaire, puis je pense qu'on a pu tourner la page, puis c'est ça qui a éventuellement amené au fait qu'on a pu gagner le championnat provincial. Fait on a les gars puis les leaders de la chambre pour changer ça tout de suite. Ça a été mis au clair que ça ne serait pas accepté. Fait ça fait partie de la croissance d'une équipe au cours de l'année. La saison est encore jeune, ça fait qu'il y a encore beaucoup de temps à régler ça, mais c'est sûr qu'on veut le faire le plus vite possible. Ah, absolument, c'est important. La discipline, faut voir à ça. Mais justement, lorsque les Knights sont revenus à 5 contre 5, ça a vraiment bien été. On a vu que les Knights, vous avez été dominants, là, selon moi, à 5 contre 5. Donc, si ce n'était pas des pénalités, 3 beaux buts marqués en troisième période ensuite. Donc, on emmène ça à 9-6. Belle victoire. Ça fait beaucoup de buts dans un match, ça. 15 buts. Est-ce que c'est la norme dans la Ligue Junior B d'avoir autant de buts par match? Pas autant. C'est sûr qu'on a une équipe qui a beaucoup de talent. Puis, comme entraîneur-chef, je te dirais que je suis pas... je suis pas worried about score des goals. Moi, c'est plus les aider à mieux défendre. Notre gardien a quand même vraiment bien joué. On a donné des très bonnes chances de notre côté. C'est ça qui est pas acceptable. C'est que faut quand même jouer les deux côtés de la glace. C'est bien beau qu'on peut scorer des goals, mais à la fin de la journée, quand ça vient en séries éliminatoires à la fin de l'année, ça va être des matchs serrés. Puis
d'habitude, c'est très low scoring. Fait faut s'apprendre à gagner les games 3-2, 2-1, etc. Mm-hmm. Et puis quand tu parles du gardien qui a quand même bien joué, je suis tout à fait d'accord. J'ai été très impressionné. C'était Loïc Nadeau, le gardien partant? Oui, Loïc, c'est ça. Loïc, il y a de l'expérience au niveau de Junior A. On a pu, il s'est joint à l'équipe cette année. On est très satisfait d'avoir. Puis c'est une belle ajout. Puis comme j'ai dit, c'était probablement le joueur du match pour nous autres la semaine passée. Ah oui, parce que c'est la deuxième période. En deuxième période, Loïc a été exceptionnel. J'ai vu des arrêts spectaculaires. J'ai vraiment adoré le travail du gardien. À mentionner aussi, j'ai beaucoup aimé le jeu de Yannick Donnell à l'attaque. Ça a été très bien. 2 buts dans le match, mais tout de même, j'ai été impressionné par la majorité de ce que j'ai vu des Knights. À part l'indiscipline, là, je dirais que tout allait bon train. Comme Sébastien disait, 55, les Knights étaient nettement l'équipe supérieure. Mais là, lorsque les Forestiers avaient des avantages numériques, là je remarquais quand même qu'il y a assez de talent là, sur l'équipe des Forestiers, puis un peu de vitesse. Alex, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ton scouting report là, sur les Forestiers? Ouais, c'est ça. Vraiment, moi, je me base souvent sur les boys sur l'équipe parce que je connais tous les gars de bord. Ils ont joué soit au niveau high school ou des niveaux U15, U13, etc. Fait qu'ils connaissent les gars, puis je savais qu'il y avait 2-3 bonnes lignes en avant qui pouvaient mettre le puck dans la net. Là, puis on l'a vu clairement sur le power play. C'est une équipe que je pense qui était hungry aussi pour essayer de gagner leur première game de la saison. C'est une preuve là que tous les games vont être difficiles à gagner. Puis tu peux pas juste show up et expecter que tu vas gagner tous les matchs. Là. Mm-hmm. Donc il y a seulement un match de jouer cette saison pour vous, les Knights? Ouais, puis on joue demain soir à Capelé contre les Coyotes de Kent. Fait que ça devrait être une belle game aussi. Oui, c'est à la même heure. Hein. C'est encore demain à l'Arena de Capelé. On invite les gens vers 19h30, mais le match débute vers 19h45. Non, je pense à 19h30 que le match commence. Ah, là, le puck drop va être à 19h30, Alex? Oui. Puis c'est ça, c'est toujours des games émotionnels qu'on est Coyotes. C'est le fun de faire participer ces games-là. Vos rivaux régionaux, là. Mm-hmm. Ah, c'est ça qui a créé la rivalité, le fait que vous êtes proches, hein? Puis je pense que c'est tous des gars aussi qui ont joué un contre l'autre en grandissant ou qui ont joué même un avec l'autre. Fait il y a certains qui vont à l'université ensemble. Fait que des fois, c'est plus un friendly competition aussi, là, mais je pense que les deux équipes veulent battre l'autre équipe. Est-ce que dans la chambre, avant les matchs, là, vous partagez les informations, justement, si vous connaissiez certains gars de 50 ans, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont partagé des informations sur certains joueurs pour savoir comment les affronter? Est-ce qu'il y a de quoi qui se passe dans la chambre? Au point ici, la saison, c'est vraiment focusé plus sur notre style de jeu puis la manière qu'on veut jouer. C'est comme j'ai dit, moi, côté offensif, je suis moins worried. C'est vraiment côté défensif. Je veux vraiment les gars soient responsables puis comme état jouer défensivement. Le côté offensif, ça va venir naturellement. Ça fait que si je peux faire ça, je pense qu'on va gagner beaucoup de games cette année. Et votre identité cette année, vous la voyez comment? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme identité? Une équipe plus défensive ou plus offensive? Est-ce que l'idéal là, où vous voulez en arriver, est-ce que vous voulez avoir un style de jeu plus défensif ou plus offensif? Moi, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est un peu les deux vraiment. Mais de mon côté, je sais que dans les séries éliminatoires, c'est des games qui sont low scoring, puis des tight games. Tu le vois au niveau de la Ligue nationale, tu le vois dans tous les niveaux. C'est apprendre aux gars de s'être confortables dans des parties où c'est tight checking, il y a moins d'opportunités. Mais c'est sûr que on va avoir des bonnes unités spéciales. Junior B, vous l'avez vu, il y a beaucoup de punitions. C'est que si tu peux être dominant côté power play puis penalty kill, tu vas gagner beaucoup de matchs aussi. Là. Oui, on va souhaiter la meilleure des chances pour le deuxième match et pour cette belle saison. Et j'espère que votre identité va se définir au point que ça fasse peur à travers la Ligue. Et puis, on invite les gens à venir vous voir demain. C'est du bon hockey. Le rythme est rapide. Il y a du bon jeu. C'est même physique. Et on a eu droit à des arrêts spectaculaires, des jeux spectaculaires. Franchement, on a une belle saison en vue. Et merci beaucoup, Alex. Puis, on se revoit au prochain match demain à Capelé. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci, Alex. Go les Knights du Sud-Est. Alors, c'était un très bon match. Puis, te rappelles-tu ce que tu m'as dit quand c'était 6-2 pour les Knights?
J'ai dit que c'était fini. T'as dit que c'était fini. Moi, j'ai là, ça va dépendre sur la discipline. Exactement ce que tu avais dit, Marc. Il faut que je te l'accorde. Tu es très bon dans tes prédictions. Ça dépendait de la discipline, en effet. Il reste encore beaucoup de temps. Mais heureusement, hein, le retour de 5 contre 5, il restait un bon 10 minutes à peu près, ou je sais pas exactement, mais ça a fait le travail. Les gars ont réussi à remarquer 3 buts. C'était spectaculaire. Puis c'est vrai que Nadeau a très bien joué. D'habitude, quand c'était un match de 9-6, tu ne vas pas souligner le travail du gardien de but. Mais il était tellement bon en deuxième. Hein? Le nombre de buts qu'il a arrêté en deuxième, je pense que le match aurait été plus serré que ça si ce n'était de Nadeau. Puis c'est vrai, c'est du bon hockey rapide. Absolument. Et puis là, on va se tourner maintenant vers le baseball, n'est-ce pas, avec nos Blue Jays qui sont revenus dans cette série. Blue Jays! Oh yeah! Quel match hier! Honnêtement, Sébastien, quand les Blue Jays ont perdu les 2 premiers matchs à Toronto... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'il n'y avait plus de chance de remonter contre les Mariners. T'es pas le seul. Non, j'ai vraiment pensé que la serviette était lancée de mon côté. Mais non, les Blue Jays qui sont revenus en force, 5 circuits, il faut admettre que c'est toujours impressionnant. Puis hier soir, c'était vraiment avantage de Seattle de retour à domicile devant le partisans. Ils sont affamés pour une victoire. Les Mariners de Seattle se sont jamais rendus en série mondiale. Leur saison inaugurale, c'était en 1977. La même saison comme les Jays de Toronto. Ben là, comme hier soir, je pense on a vu pourquoi peut-être que Seattle ne s'est jamais rendu en série mondiale. Ça va être... Pourquoi? C'est quoi ta réponse à ça, toute simple? Ils ont joué comme si c'était fini. Ah oui, hein? S'asseoir sur ses lauriers. Ils ont sorti fort, il faut dire. C'était 2-0 après la première manche, puis je sentais comme si ça aurait probablement dû d'être un petit peu plus, comme même t'avais 3 ou 4-0, mais après, tu sais, t'as 9 manches au baseball, mais après la première manche, ça se sentait... Moi, j'étais déjà découragé. Non, ils étaient en contrôle. Là. Il y avait un bon jeune lanceur, un des meilleurs jeunes lanceurs du baseball pour Seattle. Là, tu avais Bieber pour Toronto. Il revient quand même il s'est fait opérer. Il y a eu la chirurgie Tommy John, l'opération au coude qui est revenue cette saison. Ça prend comme 18 mois à récupérer. Il avait été très moyen contre les Yankees, mais à vie, il avait vraiment des bonnes... En carrière, il avait des bonnes statistiques contre les Mariners puis au stade à Seattle. Alors que le lanceur partant de Seattle, en carrière, il n'y avait pas des bonnes statistiques contre les Jays. Puis après la première manche, je pensais, OK, ouais, ça c'est son saison régulière. En série, c'est différent. Mais là, quand les Jays ont allumé la machine, c'était comme du batting practice. 17 coups sûrs en partie, c'est bon. Mais je veux dire, je ne vais pas dire qu'ils sont une équipe qui sont cursés, Seattle, mais là, je veux dire, la victoire des Jays hier, là, ça change la série. Là. Oh oui, ça donne confiance. Ça donne confiance à Toronto parce que là, on peut pas dire, après une victoire de 13-4, on peut pas dire qu'on n'a pas de chance de revenir dans cette série-là. Il reste quand même du baseball à jouer, mais ça reste que c'est un 4-7, là. Moi, je souhaite que la partie ce soir sera... J'essaie de rester neutre de la série. J'essaie d'être objectif envers les deux équipes. Donc, moi, je préférerais avoir des matchs de 3-2, 4-3, même aller en extra innings, comme on dit. Mais c'est ça, la deuxième partie, Seattle... C'était une raclée aux Jays, 10-3, puis hier soir, parce que c'était au tour des Jays a donné une raclée aux Mariners. Et moi, celui qui me met le plus en confiance quand il est au bâton, c'est George Springer. On dirait que c'est lui qui est le plus apte à lancer des circuits, à cogner des circuits, devrais-je dire. Springer a beaucoup d'expérience en série, gagné la série mondiale avec les Astros de Houston. Donc, tu vois, c'est un vétéran. Ils ne sont pas découragés. Puis là, ce soir,
Ben, je veux revenir sur Shane Bieber. Shane Bieber, il a lancé tout un match. Il a seulement donné 2 points aux 6 manches. Quand est-ce que les Jays ont fait l'échange avec les Guardians de Cleveland, c'était justement pour des parties comme hier soir. La seule chose, mettons, c'est le circuit de Rodriguez, qui est le seul point que Bieber a laissé passer, mais à part ça... Comme un bon vétéran, ça l'a pas affecté. Il est revenu au deuxième manche, puis tu voyais... Solide. Il était solide, il était confiant. Alors que le jeune lanceur des Mariners, t'as vu, là, il y avait une manche, il pouvait juste pas sortir la manche. Là, tu vois, la confiance était juste pas là. Oui. Et puis les Blue Jays, moi, je trouve que ça regarde bien, même que il y a Rawlings là, de l'équipement de sport qui a annoncé hier les finalistes pour le Gant d'Or. Puis il y en a quand même pas mal. À chaque année, on décerne ça le Gant d'Or au meilleur joueur défensif de chaque ligue à chaque position. Puis plusieurs joueurs des Blue Jays qui ont été nommés. Alors, ça va bien défensivement pour les Blue Jays. Si on regarde les joueurs qui ont été nommés, solide performance en défense tout le long de l'année. Ça a été quand même une équipe qui a un bilan de 94 victoires, 68 défaites. Et puis, j'en reviens pas comment il y a des matchs au baseball. Ben, les Jays avaient 2 marques de commerce cette saison. Il y avait le fait que c'était pas une équipe qui... il se strikeait pas out souvent au bâton, là. Je veux dire, c'était une équipe qui mettait le ballon in play, comme on dit. Puis l'autre marque de commerce, c'était l'aspect défensif de l'équipe. C'était une excellente équipe défensive. Contrairement aux Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Les Red Sox de Boston étaient la pire équipe défensive de la Ligue majeure. Cette saison? Cette saison. Puis même l'année passée, c'était pas fort. OK. Donc, je veux dire, si tu as une mauvaise... si tu es mauvais en défensive durant la saison régulière, ton équipe ne va pas magiquement se transformer dans une bonne équipe défensive en série. Puis des fois, une erreur, ça peut faire la différence. Dans un match de série, là, dans des matchs serrés. C'est peut-être pas autant un jeu d'erreur que le hockey, mais ça en est un quand même. C'est souvent les erreurs qui vont changer la tournure d'un match. Non, comme... Disons qu'il y a 2 retraits, puis tu as une erreur. Tu aurais dû sortir de la manche, mais là, puis disons ton lanceur a juste donné 12 lancers, mais le fait qu'il y ait une erreur, il va peut-être donner 22 lancers. Puis quand il y a un bon lanceur, là, ben, l'autre équipe, ils veulent l'enlever la partie aussitôt que possible. Oui, absolument. Ben, on va féliciter quand même les finalistes. Là, on verra qui remportera les Gants d'Or, mais il y a Alejandro Kirk qui a été nommé finaliste avec Carlos Navarez des Red Sox de Boston et Dylan Dingler des Tigers de Détroit. Selon toi, qui a le plus de chances de remporter dans ces 3-là? Je vais te dire, le lanceur des Red Sox, là, le receveur, là, il a vraiment une bonne saison. Je pense que ce serait probablement lui. Tous les 3 ont vraiment une bonne chance. Ben, si jamais c'est Alejandro Kirk des Blue Jays, ça serait sa première de sa carrière de 6 ans. Il faudrait que je regarde les statistiques plus en détail, là, comme qui a eu le moins de pass-ball, puis qui était meilleur à tirer quand il essayait de voler des buts, là, qui avait le meilleur taux, là, si tu veux, là, la meilleure moyenne, là. Et il y a 2 joueurs de premier but des Blue Jays qui ont été nommés finalistes pour le poste premier but. Vladimir Guerrero, junior bien sûr, et Ty France qui a été acquis des Twins du Minnesota à la date limite des échanges. Donc, je pense que Guerrero va l'avoir. Oui, puis Guerrero... Puis il l'a déjà eu. Et puis, s'il y avait un prix pour les plongeons Superman, il remporterait Guerrero cette année. Et Andrés Jiménez, qui a été nommé finaliste à la 2e base pour sa première saison avec les Blue Jays. Qu'est-ce que tu penses du travail de Jiménez? Est-ce que tu trouves que c'est un point fort de l'équipe cette saison? Ah oui, moi je me rappelle de lui avec Cleveland. C'était un excellent 2e but défensif. Puis, par chance qu'il l'avant parce qu'avec la blessure à Bichette, là, vraiment, c'est l'arrêt court extraordinaire qui n'a pas joué un match en série. Il s'entraîne, il pratique. Peut-être qu'il pourrait jouer en série mondiale. Ah, ça serait pratique. Puis Bichette, il devient un agent libre après les séries mondiales. Donc, si il ne retourne pas jouer avec les Jays, il a peut-être joué son dernier match
avec les Jays. Ouais. OK, mais seulement Jiménez, 101 matchs cette année, ça, c'était à cause de... Blessure. C'est blessure qui l'a mis à l'écart, hein, lui. Ouais. Puis Ernie Clément des Blue Jays, finaliste au 3e but, lui. Non, il est très solide. Ouais, aux côtés de la vedette des Guardians, José Ramirez. Ouais, ça va être difficile à enlever ça. Puis il y a Michael Garcia aussi qui est finaliste des Royals de Kansas City. Oui, je pense que c'est Ramirez qui devrait l'avoir. On verra. Mais en plus, quand tu dis Ernie Clément qui le mérite et qui est vraiment bon, il est finaliste au poste de joueur polyvalent aussi parce qu'il fait toutes sortes de choses. Hein? Oui. Avec Mauricio Dubon des Astros de Houston et Daniel Schneemann des Guardians. Mais Clément a joué 603 matchs au 3e but. Il en a joué 423,1 manches au 2e but, 170 manches à l'arrêt-court, 69 manches au 1er but. Donc, il joue partout. Ouais, je pense qu'il y aurait une bonne chance pour gagner celui-là, plus que lui du 3e but. Donc, ça serait pour joueur polyvalent. Ben, on va savoir ça le 2 novembre. Les lauréats des prix Gandar seront annoncés le 2. Je pense qu'il y a un autre Red Sox en nomination. Hein? Je suis après dire comment mauvais défensivement qu'ils sont, mais je pense qu'il y a quand même 2 joueurs en nomination. Là. Abreu, de champ droit. Excellent joueur défensif. Lui, il sera en nomination pour quel? Pour le champ droit. Champ droit, OK. Ah ben, on va le souhaiter que les Blue Jays ramènent un Gandar. Mérite avec leur belle saison. Si je me trompe pas, il me semble qu'il a déjà gagné. Donc, ça me surprendrait pas qu'il gagnerait de nouveau. Ouais. Ben là, on va dire que c'était le duel le plus important hier à date de la saison, mais là, ça en est un autre important ce soir. C'est à 20h30 ce soir, le match. Puis là, ce soir, t'as Max Scherzer, l'ancien des Tigers de Détroit. C'est lui qui va être le partant, lanceur? Oui, début quarantaine, c'est un vétéran. Scherzer, cette saison, comme il n'y a pas eu la meilleure saison. Mais il n'y a pas eu de départ depuis le 24 septembre. C'est ça, il n'y a pas eu la meilleure saison avec les Jays. Il ne faisait pas partie de l'alignement pour la première ronde. Puis cette saison, il y avait beaucoup de difficultés en première manche. Mais encore, comme je l'ai quasiment appelé Justin Bieber, comme Shane Bieber, les Jays ont signé Scherzer pour des matchs comme ce soir. Des gros matchs de pression. Puis il faut qu'il sorte il ne peut pas donner 3-4 points aux premières manches. Parce qu'il ne sera pas longtemps dans la partie. Et si tu le compares à son vis-à-vis, Luis Castillo, lequel aura l'avantage selon toi? En général, sur papier, mettons. Sur papier, hier soir, j'aurais donné l'avantage sur papier à Seattle. Puis même chose, ce soir, Castillo, je donnerais l'avantage sur papier à Seattle. Mais le match ne se joue pas sur papier. Mm-hmm. Il y a des impondérables. Puis il y a tout ce qui motive les Blue Jays présentement, là, qui sont revenus en force, sont tout feu, tout flamme aujourd'hui. Crinqués, comme on peut dire. La clé est la première manche pour Scherzer. Puis je veux dire, même si les Jays perdraient ce soir, c'est pas fini. Je veux dire, il faudra qu'ils gagnent la dernière là, à Seattle. Il faut juste que les Jays gagnent une des 2 prochaines parties. Là, c'est 3-2 avec la 6e et 7e partie à Toronto. Mais là, on dirait que ça veut rien dire. Ils ont perdu les 2 premières à Toronto. Tu penses quand même que ça va leur donner un sérieux avantage? Oui. Pour quelle raison? L'ambiance de la foule? 6e, 7e partie, tu veux être à domicile. Ouais. Tu veux pas être sur la route. Finir ça en beauté. Il y a une raison. Tu veux gagner la première place, avoir l'avantage à domicile. Mm-hmm. Mais c'est ça. Jusqu'à date, les équipes perdent à domicile. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est vrai, jusqu'à date. Jusqu'à date. Comme j'ai dit, il faut juste que les Jays gagnent une des 2 prochaines parties. Excellent. On va souhaiter que les Jays s'y rendent à cette série mondiale. Ce serait merveilleux. Vous écoutez Parle Jazz et ça se poursuit. On vous invite à participer à l'émission. Si vous voulez parler baseball, les lignes sont ouvertes. 506-532-0133. C'est Parle Jazz Sport. En ce jeudi 16 octobre, les Blue Jays qui sont toujours bien enviés, qui ont même des chances de se rendre à ces fameuses séries mondiales, mais ça reste à voir. Dans les autres séries, on pourrait parler des Dodgers. Dodgers qui mènent leur série 2-0, eux, ça va très bien. Nationale, puis c'est la même chose. C'est l'équipe à domicile a perdu les 2 matchs. Exact. Dans cette ronde, aucune équipe à domicile
C'est pour ça que moi, j'y crois pas de l'avantage à domicile au baseball. J'y crois plus. moi, je pense que c'est moins important au hockey. Oui, mais pourtant, les résultats, on dirait, sont plus là au hockey. On regarde des matchs en série là, à domicile au hockey, c'est vraiment intense. Puis surtout quand mon équipe, c'est les Canadiens, mais tu sais, l'ambiance que le 7e joueur emmène, la foule, c'est le meilleur endroit, le meilleur aréna pour jouer devant des partisans. Et puis ça fonctionne. Ça donne de l'énergie, ça donne les frissons, ça donne de l'adrénaline supplémentaire. La foule était électrisante hier soir à Seattle. C'était toute une foule. Mais on dirait que ça n'a pas fait le travail. Non, c'est pas la foule qui va au bâton. C'est pas la foule qui lance c'est au marbre. Mais crois-tu aux chances des Dodgers de se rendre aux séries mondiales? Ça c'est bien parti. Les Dodgers, je vois pas quelle équipe va battre les Dodgers. Je pensais peut-être Milwaukee. Milwaukee va être la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis, tout de suite, je vois que... Je veux pas dire qu'ils sont imbattables. Mais comment t'expliques leur immense succès, là, puis de la façon qu'ils soient si durs à affronter? As-tu vu l'alignement? C'est l'alignement. Je veux dire, t'as Ohtani, t'as des joueurs vedettes quasiment à chaque position, les lanceurs... La masse salariale, je veux dire, les Dodgers ont de loin la plus grosse masse salariale au baseball, puis sont bons à développer des lanceurs surtout, mais il y a un bon système de développer les joueurs, puis ils n'ont pas peur de dépenser l'argent. Puis quand est-ce que les joueurs, c'est le temps de se débarrasser de certains joueurs, là, comme il y a 2 lanceurs, là, Walker Buehler, Mays, Dustin Mays, qui était considéré des bons lanceurs. Ils sont débarrassés des lanceurs-là cette saison. Puis Dustin Mays puis Walker Buehler n'ont pas eu des bonnes saisons. Puis Buehler, c'était lui qui a eu les derniers retraits, les séries mondiales l'année dernière pour les Dodgers. Ils n'ont même pas offert de contrat. Ils savent... Je veux dire, tu trouves que c'est bien géré, là, c'est vrai qu'il y a des ressources financières immenses, mais c'est aussi l'équipe probablement la mieux gérée au baseball. Et qu'est-ce qui explique... Puis Milwaukee, c'est le contraire. C'est petit marché, pas beaucoup d'argent, mais ils mettent beaucoup d'emphase sur les lanceurs. Ils sont excellents à développer des lanceurs. Mais là, c'est ça, ils sont butés à une machine des Dodgers. Comme là, je veux dire de quoi qui ne va pas me mettre populaire, mais j'aimerais quasiment voir une série mondiale de Milwaukee et Seattle, pour la simple raison que ces 2 équipes n'ont jamais gagné les séries mondiales. Mais en termes de spectacle, je pense que ce serait peut-être Toronto et les Dodgers qui pourraient nous donner une meilleure série mondiale. Donc, je suis comme déchiré entre les deux. Comme oui, j'aimerais voir une équipe gagner qui n'a jamais gagné. Ben, en même temps, je veux voir une bonne série mondiale qui va aller à 6-7 matchs. Puis je pense que c'est les Dodgers puis les Blue Jays. Donc, tu crois aux chances des Blue Jays de gagner quelques matchs là, contre les Dodgers? Tu as l'air de dire que ça va être difficile de les battre. Il faut qu'ils se rendent là. Oui, c'est d'abord de se rendre. Comme j'ai dit, ils sont excellents défensifs. On a vu hier soir, il y a l'attaque. Alors, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais il faut se rendre là avant. C'est comme les Jays ont été critiqués un peu dans les médias américains parce qu'ils ont trop fêté. Quand ils ont éliminé les Yankees, comme si c'était comme fait accompli que ça allait se rendre aux séries mondiales. Mais moi, en même temps, je trouve que Seattle, après avoir pris les 2 premières parties à Toronto, les mêmes médias américains mettaient quasiment Seattle dans les séries mondiales. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, vous deux. Salut, Réal. Bonjour, Réal. Là, c'est-tu le temps qu'on parle de hockey? Là? Non, on va parler premièrement de la victoire des Blue Jays, Réal. Qu'est-ce que t'en penses, un beau 13-4? Ouais, ben, il aurait pu garder une coupe de points pour asseoir, là. c'est ça, je pensais quand c'était 12-2, je pensais que c'était t'avais l'annonceur des Jays, Buck Martinez, qui disait « They're not done yet ». Mais je pensais, ouais, peut-être tu devrais arrêter puis sauver des points pour ce soir, comme tu dis. Ouais, ben, c'est pas de même que ça marche, par exemple, là, mais... Non, moi, j'ai encore espoir un peu dans les Blue Jays, mais les Mariners, c'est comme une équipe top. C'est une équipe top. Puis, il va falloir que Bieber a super bien lancé hier. Oui.
Moi, depuis le temps que je les ai watchés durant les séries, là, c'est la meilleure performance qu'il y a eu. Malgré 2 points en première, là, c'est la meilleure performance qu'il y a eu. Définitivement. Oui. Oui. Il y avait du mur stuff hier soir comparé à ce qu'il avait lancé contre les Yankees. Oui, puis à un moment donné, je sais pas si c'est lui, là, je pense que oui, là. Il essayait des balles cassantes, là. Ouais, puis il l'avait pas, là. Non, ça cassait à 35 pieds de la plate, là. Oui. Il faisait des lancers de 30 pieds. Anyway. Qu'est-ce que tu prédis, Réal, pour les séries mondiales, les 2 équipes qui vont se rendre, toi? Moi, j'aimerais que Toronto se rende en finale. Puis ça va sûrement être contre les Dodgers. Ouais, ça regarde pour ça. Hein? Mm-hmm. Mais il va falloir qu'ils passent à travers des Mariners. Puis ça demande beaucoup, ça va leur en demander beaucoup. Quand ils vont arriver contre les Dodgers, qui sont encore pires que les Mariners, en tout cas, s'ils passent à travers des Mariners, ils vont avoir une bonne pratique. C'est clair. Et puis, oui, est-ce que la raison de ton appel au départ, c'était pour parler baseball ou tu voulais peut-être embarquer sur le hockey? On serait rendu là ou presque, là, on pourrait revenir sur... 9h38, on n'a pas parlé de hockey encore, mais c'est parce qu'on est dans les séries de baseball puis on n'a pas parlé de l'élimination des Phillies non plus encore. Mais oui, Réal, on y va avec toi? Au hockey, moi, hier soir... mardi soir. Oui. Le but de Demidov. Hey, hein? Les frissons. Première des choses sur la passe qu'il a faite, là, à New Hook, là. Ouais, c'est tellement bon. New Hook a de la misère à lancer dans le filet désert, là. mais quelle belle passe. Quelle passe directement. New Hook qui arrivait à toute allure. La passe était précise, puis aussi le jeu de patin pour freiner, puis laisser l'autre joueur passer tout droit, puis arriver juste au bon moment. Demidov, c'est une vedette. Demidov, là, dans pas longtemps, va être sur le premier trio. Ouais. Moi, je suis certain de mon coup, j'y donne pas plus que 15 autres matchs, là. Puis, après ça, le but de Caulfield. Lequel? Il y en a eu 2. Le dernier. Le premier était beau, là, mais c'était une erreur de l'autre équipe, là. Ah, celui, le premier, c'était un but de baseball. Non, non. C'est pas celui-là qui a... lancé du poignet. OK. Lancer de baseball, là, je pense que c'était samedi, ça. OK, c'est l'autre match. Je pense que Caulfield compte tout le temps. C'est ça. Mais ça, c'est un lancer du poignet, un lancer des ligues majeures, pas pire. Ah oui, Caulfield, il est précis, hein, ça n'a pas de sens. Puis réussir à trouver le petit trou là, d'à peu près quelques pouces en haut de l'épaule du gardien, puis ça s'en va direct à la bonne place. Mais quel jeu aussi de Lane Hudson! C'est ça le problème qui est arrivé. C'est pas un problème, c'est une solution pour nous autres, mais le problème pour les autres, là. Ce qui est arrivé, là, c'est que quand il a fait sa passe, là, les joueurs ont continué à suivre Caulfield. Hudson, excuse. Oui, c'est ça. C'est Hudson qui a fait la passe sur le but de Caulfield en prolongation. Hein. Puis, l'autre, là, voyons donc, Suzuki était placé juste à l'embouchure du filet. Si tu regardes la reprise tranquillement, là, tu vois Caulfield s'en venir, puis le gardien, là, il est sûr que ça va être une passe à Suzuki. Oui. Il est sûr. Tu vois la tête partir à y aller, puis en même temps, tu vois la rondelle, il frappait à la tête pour revenir dans le coin droit. Oui. Puis j'ai vu passer en boucle là, sur les réseaux sociaux, puis un peu partout, le fameux jeu d'Hudson pour se rendre à cette passe-là. Mais il est-tu beau à voir aller? Son coup de patin, quand il fait un tour sur lui-même, un tourniquet parfait, il mélange tout le monde, il s'en va dans des espaces, il crée de l'espace comme j'ai jamais vu un jeune joueur créer de l'espace. Moi, je suis impressionné par tout ce que je vois des jeunes joueurs des Canadiens de Montréal. Franchement, là, je suis aux anges pour cette saison. Sur le but égalisateur de Demidov, là, il y a à peu près 99% des joueurs qui auraient lancé directement au filet. Il était tout seul devant le goaler. Mm-hmm. Mais tu vois que c'est là qu'il y a le QI de lui. Là. Lui, là, il a vu que le goaler était dérangé à sa gauche. Puis qu'il y avait Gallagher qui se faisait pousser par l'autre. Puis c'était pas Gallagher qui faisait de l'obstruction, c'était le joueur de Seattle.
Fait qu'il a pris sa chance, mais c'est pas le premier coup qu'il lance du revers. Là. Je peux te dire que la rondelle est rentrée dans le goal. Là. Oh oui. C'est tellement exceptionnel. Il fait ça, puis c'est quand même un jeu là, il a pensé dans 1/1000 de seconde. Oui, c'est ça. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un joueur à Montréal pour les Canadiens de cette trempe-là? Moi, j'ai même pas de souvenir de ça, de mon vivant, de tout ce que je vois présentement, de l'espoir que Demidov apporte à l'équipe. Kovalev? Même pas. Kovalev était bon pour faire des jeux. Il était très bon avec la rondelle. On l'appelait l'artiste, pas pour rien. Hein. C'était pas pour rien. Là. Mais faut pas oublier là, que Kovalev avait 7-8 ans de plus. Là. Mm-hmm. Ah, puis Demidov, on le voit que c'est un phénomène. C'est un phénomène. On a rarement vu ça. C'est certainement, selon moi, il va aller chercher le trophée Calder, puis de façon plus franche que Lane Hudson l'année passée. Moi, j'étais tout fier d'avoir un joueur comme Lane Hudson dans l'équipe des Canadiens l'an dernier, mais là, de voir le talent, tout ce que ça promet, Demidov, je sais plus quoi dire. Je suis vraiment content. C'est fou pareil, hein? C'est que Hudson, c'était la première fois qu'un joueur des Canadiens de Montréal gagnait la recrue de l'année depuis Ken Dryden. Puis là, on pourrait voir les Canadiens gagner deux fois d'affilée. Il est vraiment déroutant, là. Les deux sont déroutants. Hudson puis lui, c'est deux joueurs qui ont le même style. Un en défense, un en l'attaque. Oui. Un style de patin qui mélange tout le monde, rapidité puis vivacité d'esprit, c'est beau à voir. Puis là, monsieur, vous êtes convaincu que Demidov va être sur le premier trio. Mais moi, je suis certain. Oui, mais pas avec... Mais qui est-ce qui va aller chercher la rondelle pour Suzuki? Exactement. Il va être sur le premier trio, mais avec Slav. Moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est qu'on va faire un deuxième trio. Moi, je mettrais un trio Demidov, Suzuki et Slav. Puis Caulfield se retrouverait sur un deuxième trio avec des bons joueurs aussi. Puis Caulfield va être capable de marquer. Mais c'est dur de séparer Caulfield et Suzuki. C'est comme Suzuki puis Caulfield, ils ont vraiment une bonne chimie. Là. Même Slav aussi, il faut dire. C'est comme Batman et Robin. Oui, fait que c'est ça la question. La question en réel, d'abord, parce que c'est ça. Comment tu peux séparer ces trois-là? Ben, les séparer, c'est simple. Quand Slavkovski a joué avec Dak, il l'avait comme relancé parce que lui était capable d'aller dans un coin. C'est vrai. Fait que le problème qu'on a, là, c'est le deuxième ailier gauche, mais là, on a Bolduc. Pas pire. C'est vrai que Bolduc est bien parti. Je ne m'attendais pas à 3 buts en 3 matchs, puis là, c'est 3 en 4, mais quand même. Comme c'est tôt là, on dit... Jusqu'à date, les Canadiens, on pourrait dire qu'ils ont gagné les choses. Oui, pour Logan Mailloux. Parce que Mailloux, il arrache là un peu avec Saint-Louis. Mais on dirait... Les jeunes, là. Oui, j'y croyais, Bolduc, parce que quand j'avais vu ses statistiques de l'an dernier, Bolduc avait quand même marqué quelque chose comme 13 buts en 28 matchs, là, si je me rappelle. Mais en tout cas, je sais qu'il avait fait quand même une quantité de buts. Puis, aussitôt qu'on l'a vu commencer cette saison, j'ai trouvé qu'il était dominant et capable d'apporter énormément aux Canadiens. Donc, selon moi, c'est gagnant du côté du Canadien, cet échange-là, sans aucun doute. Moi, j'avais dit à l'émission que Bolduc, c'est un gars qui allait au filet, qui avait pas peur de frapper, et qui patinait. Oui, c'est un jeu simple, hein? C'est comme nord-sud, là. Nord-sud, il se complique pas la vie, puis quand il est sur le power play, il est dans le trafic. Puis on sait... Si Slav ferait ça, là, je le laisserais sur le premier trio. Mais il le fait pas. En série, c'est des joueurs de même, tu veux, dans ton équipe. Exactement. On va parler de l'aîné un petit peu. Oui, mais tu restes avec nous pour parler de l'aîné. On va faire une courte pause réelle, puis on te revient tout de suite, puis on y va avec l'aîné. T'es prête à attendre quelques secondes? Oui. On te revient. Vous écoutez Parle Jase à CJSF. Vous écoutez Parle Jase Sport en compagnie de moi-même, Sébastien Boucher. Marc Vautour est avec nous. Réal est avec nous toujours. Réal, toujours là au téléphone? Oh, oui, monsieur. Hey, tu voulais parler... Je suis pas un lâcheur. Non, je vois ça. Je pense que je vais t'inviter sur place aussi, Réal. Va falloir que tu viennes dans les studios ici à un moment donné à PPGJ Sport. Il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. L'invitation est lancée. Et puis, tu voulais parler de Patrick Laine. J'espère que c'est encore quelque chose de positif que tu vas nous dire aujourd'hui. J'ai quelques affaires de positives, oui. On y va? Je vais commencer par le négatif pour finir par le positif. Ah, OK. On dirait que ce gars-là n'est pas capable de patiner et de dribbler une fois.
Il va au ralenti, c'est vrai. C'est pas son point fort. Ben, on dirait que c'est sa technique. C'est vraiment pas son point fort. On dirait que lui, c'est sa technique d'y aller tranquillement avec la rondelle. Tu sais, il essaie de confondre l'adversaire puis de trouver. Mais c'est vrai que ça fait drôle vu de notre point de vue du spectateur. Il a l'air de se pogner le beigne. Ben, c'est pas ça. C'est que des fois, tu dis qu'un joueur, là, le jeu commence à ralentir autour de lui, mais lui, là, il ralentit le jeu. Mais je suis d'accord, j'ai vu la même chose que toi mardi. Là. C'était ça. Là. Puis je me demandais, puis j'ai même pensé à toi, je me suis dit, Réal doit trouver qu'il est encore au ralenti, l'aîné. Mais il joue bien. Il réussit des fois au ralenti à réussir ses manœuvres. Oh oui, il réussit des fois à sortir du trou, faire une passe. Comme sur le but de Demidov, là, s'il avait été selfish, là, je sais pas comment dire ça en français, là. Ouais. Égocentrique ou penser juste à lui. Il aurait lancé direct. Ouais, égoïste. Égoïste, c'est ça. Il aurait lancé ça direct au filet. OK? Il a fait une passe tout de suite à Demidov. Tout le monde était fourré parce que, excusez le mot, mais tout le monde était écarté, là, sur la patinoire parce que qu'est-ce qui se passe, il n'a pas lancé. Mm-hmm. En réalité, c'est ce jeu-là qui a amené au but à Demidov. Oui, l'année va être capable de créer la surprise en prenant des décisions comme ça parfois parce qu'on s'attend à ce qu'il arrive avec son lancer puissant, toujours du même spot. Oui. Puis l'autre chose que j'ai remarqué de lui qui est positif, à un moment donné, il y a un joueur qui s'échappait. Puis, je sais pas s'il a pris la vitesse, là. Il a réussi à aller enlever la rondelle avec son bâton. Il a une grande portée. Il l'a rattrapé, il a enlevé la rondelle, puis il a fait un jeu. Bon, ça n'a pas fait... bien sûr, comment je pourrais dire? Ça ne s'est pas concrétisé en quelque chose de parfait, là. Mais au moins, il a arrêté un échappé. Ça, c'est le côté que j'aime. C'est le côté que j'ai aimé. Bon, fait qu'on on peut lui donner raison qu'il arrive un petit peu mieux que l'année passée. Hein. Il y a un petit peu plus de cœur, oui. Oui. Bon, ça prend ça. Oui. En parlant de cœur, moi, lui, là, j'aimerais qu'il prenne sa retraite, il greffer son cœur à quelqu'un, là. C'est Gallagher. Incroyable, hein? Moi, ce gars-là, là, il est pire que le lapin avec ses batteries, là. Ouais, le Energizer Bunny, là. Non, mais imagine si Laine pourrait jouer avec 50% de l'effort de Gallagher. 50-60%. C'est ça. Puis c'est un gros bonhomme. Il faut qu'il utilise sa grosseur. Là. Jean Béliveau avait un moteur de Volkswagen, un frame de Cadillac. Ben, c'est à peu près ça aussi avec l'aîné, là, mais c'est pas le même problème de santé. Problème de santé. Non, mais moi, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Vous m'entendez, je suis roué. Oui, pour prompt rétablissement, Réal. On va te il n'y a pas de problème. Ça va passer. On a vu pire que ça dans la vie. Bon, ben l'aîné, c'est pas si pire. Hey, mais je voulais mentionner les sabres de Buffalo aujourd'hui, Réal, Marc, parce que savez-vous combien ça coûtait aller voir les sabres? Le dernier match? 20 piastres. 4. Oui, 4 piastres. 4 piastres les billets. Et écoute, ça n'a pas de sens. Ça, c'est à l'occasion de la visite des sénateurs d'Ottawa. Puis les sabres n'avaient pas gagné aucun sérieux, match. Là? Oui. Très sérieux. Puis... Oui, c'est sérieux. Là, ça a été annoncé à RDS. Ah oui. Puis les sabres n'avaient pas gagné aucun match de la saison. Là, on tentait de... c'est des prix dérisoires complètement. Il avait terminé au 7e rang de la section Atlantique l'an dernier, une fiche médiocre. Il avait raté les séries pour la 14e fois consécutive. Je pense que ça va être une 15e. Ouais. Hey, mais juste un instant avant de continuer sur les sabres, je vais prendre un autre appel. Reste en ligne, Réal. Je te reviens tout à l'heure. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible de parler avec Jan Peters, s'il vous plaît? Vous êtes trompé de numéro. Est-ce que je suis bien en fait? Non, vous êtes en direct à la radio. Bonne journée. Bonne journée. OK. Ah, ben Réal, malheureusement, j'ai raccroché sans faire exprès. Réal, si tu peux nous rappeler, ça serait très apprécié. J'avais une nouvelle de sport local que j'aimerais partager. C'est que tout de suite, il y a les Jeux régionaux pour les Jeux de l'Acadie qui s'en viennent en 2026. Puis là, hier soir, à Bouctouche, tu as les finales de soccer masculin et féminin pour la région de Kent, pour qui ce qu'elle allait représenter Kent au prochain Jeux de l'Acadie. Là, tu avais
une équipe composée de 5 écoles contre une autre équipe qui était composée de 3 écoles. C'est des écoles combinées. Donc, en finale masculine, tu avais Bouctouche, Saint-Antoine, région Notre-Dame, puis 2 autres écoles, contre Grandig, Capelé, Barachois. Puis c'est les garçons de Bouctouche, Saint-Antoine, Notre-Dame, etc., qui ont une partie très serrée, 3-2. Puis du côté des filles, c'est les filles de Grandig, Capelé, Barachois qui l'ont remporté en tir de barrage. Donc, félicitations à ces 2 équipes. Puis, fait intéressant, c'est le contraire de ce qui avait arrivé l'année dernière. L'année dernière, c'était les garçons de l'école de Grandig qui avaient gagné. C'était les filles de l'école de Bouctouche et des autres écoles du comté de Kent. Et dernière chose au soccer, en fin de semaine, c'est le tournoi régional pour savoir qui va représenter la délégation du Sud-Est. Oh, match important. Pour soccer féminin et masculin, ça se passe au champ Sienne Fields à Moncton. Dans la division des garçons, il y a quand même 9 équipes et 7 équipes dans la division des filles. Puis ça, c'est des écoles de Dieppe, Moncton, puis même des écoles de Fredericton. Et c'est toujours agréable aussi voir du soccer. Alors, allez encourager nos jeunes en grand nombre. On va souhaiter le meilleur des fins de semaine et puis la meilleure des chances pour participer. Puis l'année dernière, c'était l'école de Sommet qui l'avait remporté du côté des filles. Puis c'était Mascaret qui l'avait remporté du côté des garçons. Ça, c'est 2 écoles à Moncton. On va voir si ça va avoir des nouveaux champions et championnes. En tout cas, j'aurai des résultats la semaine prochaine. Ça se pourrait bien. Donc, oui, j'ai perdu Réal. Il n'a pas rappelé, c'est la fin de l'émission bientôt. Mais pour poursuivre avec les Sabres de Buffalo, juste te dire les billets, c'est ça, les Sabres qui avaient pas participé aux séries pour 14 saisons. Puis hier matin, c'est là qu'on nous annonce des billets à 4 $, c'est des dollars américains. Bon, ça doit faire quoi, 5-6 piastres? Donc, des dollars américains, c'était affiché pour le match pour Sabres Sénateurs. Mais les Sabres ont gagné 8-4. 8-4, belle victoire. Ben oui, il était temps qu'ils arrivent. Il faut dire que les Sénateurs étaient privés de leur capitaine. Tkachuk qui n'est pas là. Qui voulait être privé de leur capitaine pour un mois, je pense. Ouais, ça fait mal aux Sénateurs, c'est sûr. Puis on écoutait les experts là, avant le début de la saison. Là. Plusieurs prédisaient Ottawa en série. Mais c'est vraiment pas un bon début de saison pour Ottawa. Puis moi aussi, je pensais même que pour les prochaines années, qu'Ottawa allait être une des équipes très, très compétitives, une des jeunes équipes avec les Canadiens de Montréal qui allait se retrouver en série à chaque année. Mais là, je suis plus sûr pour Ottawa, à moins qu'ils se reprennent. La saison est tellement jeune que... Il tourne, mais par l'action de grâce américaine, tu veux que ton équipe soit en série. Ça, c'est au mois de novembre? Fin novembre. Car historiquement, si tu n'es pas en position de série par l'action de grâce américaine, pas que c'est impossible, mais on a quand même une bonne idée qui va faire les séries. Mm-hmm. Donc, puis, je veux dire que c'est quand même moi, je pense que c'est la division la plus forte au hockey. La division d'Ottawa, Canadien, Toronto, etc. La division, là, c'est ça fait différent avec les autres années, parce que les autres années, c'est la division la plus faible. Regarde, t'as Tampa Bay. Non, c'est vrai que les équipes de la Floride sont en même. Tampa Bay, Floride. Mais tu parles de l'association, pas de la division. Non, moi, je parle de la division. T'as 8 équipes de la division-là, puis moi, Oui, parle Jazz, on vous écoute. Allô? Ah, il est de retour. Il est de retour. OK, mais tu peux continuer. Je pensais que j'étais encore là, vous entendez parler, j'ai essayé de faire un commentaire, puis vous ne m'avez pas entendu. Je viens de ça pour savoir. Non, désolé, c'est ça. Le radio ferme. Puis là, à un moment donné, je ne savais plus si j'étais au téléphone ou au radio. Ça arrive. Ouais. Hey, mais je voulais dire, c'est ça, les Sabres, quand même, c'est rare qu'on voit ça dans une victoire de 8-4. Là. 3 joueurs qui ont marqué 2 buts. Jack Quinn, Jason Zucker, Ryan McLeod qui ont tous marqué 2 buts. Alors, c'est la 5e fois seulement depuis l'année 2000, depuis le début des années 2000, que 3 joueurs différents des Sabres marquent 2 buts ou plus dans un match. Alors, c'est notable. Mais quand il y en a 8, des fois, c'est des choses qui arrivent. C'est notable. Bon, je voulais marquer ça, mais les Sabres vont tellement pas bien, tellement pas de gens qui les encouragent. On vend des billets à 4 $ pour aller voir un match. Imagine les gens qui ont payé 4 piastres puis sont allés voir une belle victoire de 8-4. Mais les Sabres, ils ont vraiment des bons partisans. Comme Buffalo, là, c'est une ville de sport. Là, ils aiment les Bills.
Ils aiment les sabres. Mais pourquoi ils n'encouragent pas les sabres plus que ça? Ben, je veux dire, comme tu l'as dit, ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas fait de série. Là. OK, c'est le désarroi qui s'accumule. Non, puis pense, puis ils ont eu des bons joueurs. Reinhardt, il a gagné 2 Coupes Stanley avec Floride. Allmark, il était leur gardien. Quand que Boston l'a signé, il a gagné le trophée Vizina. Eichel de Vegas. Je veux dire, je viens de mentionner trop. Il y avait des bons joueurs, ils se débarrassent de leurs bons joueurs. C'est comme ils peuvent pas gagner à Buffalo, mais là, ils allaient avec une autre équipe puis ils gagnent. Oui, Réal? Oui, pour revenir au gardien de but, là, il y a eu l'hommage à Ken Dryden. Oui, c'était bien. C'était super beau. Moi, j'ai vu Ken Dryden jouer ces 8 années à Montréal. Je regarde ce qui se passe. Ben, première des choses, c'est que tu regardes l'équipement que Ken Dryden avait comparativement à aujourd'hui. Oui. C'était pas grand-chose, hein? Non, j'arrive pas à comprendre qu'un goaler soit sur les genoux quand il s'en vient un lancer de 40 pieds. Il n'y a pas vision bloquée. À l'époque, c'était un géant, Ken Dryden. Maintenant, tu as beaucoup de gardiens qui sont 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Ben, Ken Dryden, qui était 6 pieds 4, là, c'était lui le plus grand gardien à l'époque. Dans la ligue, oui. Hey, mais pour terminer, c'est parce qu'on termine bientôt, Réal, mais tu parles de gardien de but. Je veux absolument que tu me mentionnes ce que tu en penses, justement, parce que là, tu parles de... Tu trouves-tu que Montembeault, justement, était trop bas? Puis il a laissé passer 2 buts faciles dans un match récemment où c'était toujours en haut de l'épaule, du côté de la mitaine. Je trouve qu'il se penchait trop vite. Puis j'ai l'impression que le gardien d'avenir des Canadiens, présentement, c'est Jakub Dobeš. Ben moi, là, ça me surprendrait pas que d'ici la fin de l'année, Montembeault devienne deuxième goaler. Ben, c'est ce que moi je pense, mais j'ai l'impression que ça va être dur à... J'ai l'impression que l'organisation croit beaucoup en Montembeault, puis avec raison, il a quand même démontré des belles choses, mais c'est parce que Dobeš n'a pas fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé assez de matchs pour montrer, mais il est tellement un gagnant. Puis j'étais vraiment fier qu'il remporte son premier, puis j'espère que ça va se poursuivre, au moins chaque fois qu'ils vont le mettre, Dobeš qui aille la remporter pour prouver, parce que je pense que c'est un gardien d'avenir. Moi. J'ai l'impression, peut-être... Si tu regardes le Dobeš, puis... Montembeault, les deux ont à peu près la même grosseur. Non, Dobeš est beaucoup plus grand. À peu près 1 pouce. Il est très grand, Dobeš. Je vais vérifier, mais je pense qu'il y a une coupe de pouces de plus que Montembeault. Là. En tout cas, il paraît beaucoup plus gros dans le filet. Oui. Bon, en tout cas, ses statistiques sont pas mal supérieures à Montembeault jusqu'à date. Parce que Montembeault n'a pas des belles statistiques. Si on regarde dans l'ensemble, c'est assez médiocre. C'est seulement 3 départs, mais je veux dire, un save percentage en dessous de 900, c'est pas bien. Je pense qu'il va avoir sa chance, il en a le jouer, mais si ça vient pas au mieux, je pense qu'elle a alterné vraiment Montembeault avec Dobeš, là. Ça me surprendrait. Puis Jacob Fowler qui frappe à la porte, qui est prêt à venir n'importe quand. Moi, selon moi, c'est lui le futur des Canadiens. Ben c'est ça, moi j'ai l'impression, c'est ma prédiction. J'aurai peut-être tort, mais j'ai l'impression que Dobeš va voler la vedette et qu'il va devenir le gardien numéro 1. Mais c'est parce qu'à la date, il m'a tellement impressionné. Mais j'avoue que Fowler, tout le monde dit que c'est un prodige. On verra bien ce qu'il peut apporter. Un dernier mot, Réal? Ben, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée puis une petite histoire pour répondre à ton père. OK, vas-y. Une de mes filles me demande un jour, elle dit, « Papa, je retiens mon intelligence de qui? De toi ou de maman? » Alors, je lui dis, « Ça doit être de ta mère, j'ai encore la mienne. » Eh bien, merci, Réal. Passez une très belle journée. Bonne journée. Ouais. Puis on invite tout le monde à regarder. Les fans de baseball vont certainement regarder le match ce soir. On va souhaiter la meilleure des chances aux Blue Jays pour revenir 2-2 dans cette série contre les Mariners de Seattle. Merci beaucoup, Marc. Merci, Sébastien. Ta présence aujourd'hui et passez une très belle journée à l'antenne de CJSE et Go les Blue Jays.